Attendez. Même si je parle très doucement. Donc, je commence. Je veux d'abord vous remercier pour l'invitation à laquelle je suis très sensible. Et je salue vraiment l'initiative de cette première journée de recherche commune entre les SP. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé en IUFM. Donc, bon, bien sûr, les choses sont très différentes en SP, mais enfin, je crois que j'ai retrouvé quelques collègues. Et je me souviens de quelques questions, pour ne pas dire quelques problèmes. Et en tout cas, quelques volontés de mettre en place de la recherche. Voilà. Alors donc, je suis maintenant à l'université de François Rabelais, à Tours. Je suis restée professeure de philosophie d'éducation. Je suis professeure de philosophie d'éducation dans un département de sciences de l'éducation. Voilà. Et je co-dirige, je suis la directrice en titre pour un an, une équipe de recherche qui s'intitule Éducation, éthique, santé. Donc je vais vous en parler. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a essayé de faire. Et puis on me rappellera à l'ordre si je prends trop de temps. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors comment on fait? C'est comme ça, voilà. Donc voilà le nom de cette équipe de recherche qui a un sigle imprononçable. C'est pas grave, c'est pour qu'on dise éducation, éthique, santé. C'est une autre stratégie que certains autres groupes. Et elle a plusieurs intitulés. Je vais simplement commenter ces différents intitulés pour vous dire ce que nous faisons. Alors, quelques éléments factuels. Donc, nous sommes 3 co-directeurs. On a dit que chaque année, on prendrait la direction de l'équipe. Alors, il y a déjà une faute de frappe, c'est pas grave, elle sera corrigée. Voilà, et donc je suis co-directrice avec Emmanuel Ruche, qui est professeur de santé publique, et Anne-Marie Lerdrelevitch, professeure en médecine générale. J'ai mis ça, quand j'ai vu que ma collègue vous avait donné ces éléments-là, je les ai rajoutés. C'est pour dire que dans la hâte, j'ai fait des fautes de frappe, mais j'ai fait aussi certainement des approximations dans mes comptes. Mais à peu près, voilà, notre nombre et la répartition un petit peu des fonctions est celle-ci. Alors, c'est une toute jeune équipe. Nous sommes une équipe universitaire, donc pas encore habilitée. Nous préparons notre habilitation. Et l'université nous a reconnu équipe émergente universitaire en 2013. Et voilà, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ces intitulés et ce que ça implique du point de vue de l'orientation de la recherche en commun. Donc, ce sont des questions dans des champs, le champ de l'éducation, le champ de l'éthique, le champ de la santé. Alors, dans le champ de l'éducation, nous ne sommes pas, à vrai dire, sur des questions strictement scolaires, a priori, ni de l'éducation des enfants, mais cela n'empêche qu'il peut se faire des ponts, des rapprochements, des discussions communes, etc. On peut dire que la tradition du département de sciences d'éducation de Tours est celle de la formation d'adultes. Donc c'est juste une délimitation de territoire, mais ça n'exclut pas, bien au contraire, bien des liens. On peut en parler si vous le souhaitez. Alors dans le champ de l'éthique, nous avons un praticien hospitalier qui est directeur de l'espace éthique Région Centre, en fait, qui est le docteur Béatrice Birmelet, qui a fait une thèse en philosophie et qui représente les questions d'éthique médicale. Mais en même temps, on voit que dans le champ de l'éthique, auquel nous nous intéressons donc collectivement, peut se poser dans, en fait, on pourrait dire, tous les métiers impliquant autrui. Et c'est peut-être ça le centre de notre préoccupation commune. Voilà. Et puis, évidemment, dans le champ de la santé, ce qui vous explique notre alliance avec les médecins, qui a toutes sortes d'autres raisons, mais enfin, nos collègues s'intéressent à l'éducation thérapeutique, à la formation ou l'information du citoyen, mais peut-être pas seulement l'information, dans le cadre de préoccupations de santé publique, et puis la formation des médecins, dont l'idée générale est la suivante. Il y a une formation scientifique, il peut y avoir une formation technique, mais qu'est-ce qui se passe pour apprendre
à conduire un entretien, pour apprendre la relation humaine, en fait, hein, dans le métier de médecine. Voilà. Et il se trouve que dans le département de sciences de l'éducation, nous travaillons beaucoup avec des cadres de santé, c'est-à-dire nous avons mis en place des formations en sciences d'éducation pour des cadres de santé, qui se mettent d'ailleurs en processus de recherche et de doctorat. Nous avons plusieurs cadres de santé qui sont des doctorants de cette équipe-là, et que du coup, dans la question de la formation pour adultes, nous sommes intéressés du côté de l'enseignement de la formation à ce que c'était que former des adultes qui allaient devenir cadres de santé. Et du coup, comme objet de recherche, on essaie aussi de trouver une cohérence de ce côté-là. Alors, ce sont aussi des préoccupations communes dans les champs. C'est-à-dire que si c'est le champ de l'éducation, on peut s'intéresser aussi à des questions d'éthique. Si c'est le champ de l'éthique, eh ben, elle peut s'exporter, enfin ces questions-là peuvent s'exporter dans les autres champs. Et les questions de santé dans le champ de l'éducation peuvent être aussi abordées. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure de la part de mes collègues. Alors, l'enjeu de ces questions, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc les métiers où on agit avec un autre, et où donc on est entre sujets plutôt pris au sens du sujet capable de dire « je », même s'il n'est pas le sujet absolument clair à lui-même qu'on pouvait imaginer, mais c'est pas le sujet, enfin c'est aussi le sujet mis dans des situations où il peut être assujetti, mais enfin c'est pas l'objectivation d'autrui. Hein. On se met dans la situation où eh bien, on prend en compte le point de vue de l'autre, où se pose la question de l'expérience. Ça, c'est aussi une autre dimension très importante à la fois dans nos enseignements, nos formations et le sujet de nos recherches, où on s'intéresse à la réflexivité sur cette expérience et sur l'exercice du métier, sur les pratiques. Et puis, on est, s'il faut dire, un petit peu une orientation éthique générale, hein, plutôt sur l'idée qu'on essaie d'agir avec plutôt que d'agir sur. Voilà, hein, ça pourrait être développé, bien entendu, discuté, tout ça, mais enfin, c'est une façon de présenter les choses. Alors, on a mis un deuxième titre, un sous-titre, qui était « Travailler ensemble », qui est toujours « Travailler ensemble et prendre soin ». Qu'est-ce que ça indique? Ça indique une focalisation dans cette rencontre. Hein, on s'est rendu compte que on pouvait focaliser un certain nombre de problématiques de recherche, ou plus exactement déjà un certain nombre de recherches dans les divers champs, poser la question de qu'est-ce que c'est que travailler ensemble dans une équipe de soins, dans une équipe éducative, dans une équipe de formation, et qu'est-ce qu'on y fait? On prend soin de quoi, comment? On s'est rendu compte qu'on avait là donc une focalisation possible, ce qui oriente notre ensemble de recherche vers, on pourrait dire, des questions transversales et des questions qui sont justement peut-être par différence avec un certain nombre d'objets d'autres équipes de recherche, pas des questions de didactique. On peut aussi en discuter, mais là, on voit bien qu'il y a des différenciations d'entrée hein, dans des champs, ce qui n'implique naturellement aucun jugement de valeur. C'est juste pour vous indiquer les façons différentes d'approcher les problèmes. Et je dirais que c'est venu, cette réflexion-là, à la fois dans la formation et dans la recherche, à partir d'une analyse de la transformation des conditions d'exercice de ces métiers et même des aspirations à partir de témoignages qui disent ben là, on doit travailler avec d'autres, comment on s'y prend, on a envie de travailler avec d'autres, comment on s'y prend, l'autorité, ça s'exerce à plusieurs, comment on s'y prend, entre un maître titulaire et un maître supplémentaire, comment on s'y prend. Enfin, on pourrait aussi développer ça dans des situations d'éducation aussi bien. Hein. Mais la co-éducation ou la co-responsabilité implique de se demander comment on ouvre des champs de recherche ou des questions de recherche là-dessus. Alors, je détaille un tout petit peu sur travailler ensemble, puis sur prendre soin, pour vous donner un petit peu une idée hein, de nous faisons. Donc, j'ai déjà un petit peu avancé là-dessus, mais dans les divers champs, hein, il y a des comités d'éthique, il y a des groupes d'éthique, on sait que certaines décisions sont très difficiles à prendre et qu'on ne peut les prendre qu'en ayant travaillé ensemble. Hein. On pourrait dire que c'est la même chose dans une équipe éducative, dans toutes sortes d'ailleurs de situations. Hein. Et ça implique quelque chose comme une réflexion sur l'interprofessionnalité ou l'interdisciplinarité, la possibilité de mobiliser une discipline pour aller vers l'action et la possibilité de mobiliser plusieurs disciplines pour se parler ensemble. Donc voilà hein, les questions que nous nous posons. Et chaque fois,
dans des situations où non seulement on parle de quelqu'un, du malade, de l'élève, etc., mais du quelqu'un qui n'est pas seulement réduit à être l'objet des décisions des autres, mais quelqu'un qui en a déjà une idée, une appréhension, a déjà un avis, devra recevoir aussi cet avis. Et donc ce point de vue-là est tout à fait indispensable pour nous. Alors, on dirait que ce sont des problèmes de l'action, et vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une description de phénomène, ce n'est pas une description de personne, ce n'est pas une description de profil, c'est un travail sur des situations d'action et des problèmes d'action qui font donc l'objet de la recherche. On essaie d'être attentif et par réflexivité, on dégage un certain nombre de problèmes de la recherche. Donc sur les conditions, les espaces de l'agir ensemble, l'intelligence collective si on veut, l'élaboration des processus de prise de décision, la part de l'autre, l'association de l'autre à ce qu'on fait, ce qui se dit dans un certain nombre d'expressions qu'on entend, alliance éducative, alliance thérapeutique, etc. Et évidemment la prise en compte des résistances qu'il peut y avoir. Et ces problèmes-là, on les travaille en mobilisant un certain nombre de concepts qui sont ou des outils, des instruments, c'est-à-dire on travaille avec ces concepts, mais en même temps on les met au travail en faisant des objets, soit de journées d'études, soit d'études particulières, soit de colloques, vous verrez. Donc le concept de délibération a été pas mal travaillé dans des articles de certains membres de notre équipe. D'un côté, Madame Birmelet, de l'autre, Noël de Noyel. Ce sont des chercheurs qui viennent de champs très différents, qui ont travaillé aussi là-dessus. La coopération, bien sûr. Les personnes en sciences de l'éducation qui nous ont rejoints sont des gens qui sont très dans les pédagogies institutionnelles, pédagogie coopérative. Mais la question de la coopération, bien entendu, va bien au-delà de ce champ-là. Intelligence collective, c'est un terme qu'on utilise aussi, etc. etc. Voilà, on en fait périodiquement ou on en programmera une étude, mais en même temps, ça fait partie, je dirais, de notre vocabulaire commun en cours. Donc nous apprenons une langue commune là-dessus et nous travaillons à l'élucider. Alors, le prendre soin. Alors, je dirais qu'ici, pour essayer d'aller vite et en même temps essayer d'être explicite et suffisamment clair, dans un premier temps, on pourrait le rapporter exclusivement à la santé et à le rapporter à quelque chose qui se dit dans les termes anglais de to cure et to care, et donc avec toute la question du care dans le champ de la santé, mais nous ne prenons pas seulement ce champ-là en compte. Et je dirais, nous ne prenons pas seulement la question du care, qui est aussi une thématique que nous abordons, mais au seul sens de la sollicitude pour l'autre, mais avec un sens assez élargi de prendre soin, qui là aussi va être l'objet de tous nos soins, c'est-à-dire probablement de quelques journées d'études, quelque chose qui serait à quoi fait-on attention ou à quoi veille-t-on quand on est dans des métiers de l'action avec autrui. Alors, du coup, c'est lié à des questions de responsabilité en commun. Je n'ai pas mis le terme d'autorité, mais on peut travailler à quoi veillons-nous quand on est dans une situation d'autorité éducative. Bon, comment on entend le concept d'autorité. Bon. Quels sont donc les processus de formation et de transmission de se prendre soin, hein. On prend du soin du malade, de l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de l'élève? On prend soin, on pourrait aussi bien dire, de la réussite, des apprentissages. Enfin, on peut vraiment ouvrir l'ampleur de ce concept assez largement. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, reprendre les thématiques qui, pour nous, sont presque un peu passées de mode? Enfin, je dis nous, il me semble que c'était dans le monde de l'éducation, l'élève au centre, ça a été un slogan qui a fait irruption, qui a fait polémique, et puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de passer, peut-être pas de mode, mais de vigueur de slogan, mais pas nécessairement de préoccupation. Il me semble que, qu'est-ce que ça veut dire veiller à ce que l'élève soit vraiment au centre de nos préoccupations? Bon, en ce moment, il y a le patient au centre. Dans le monde hôpital, etc. Bon, vous voyez ce que ça implique, et ce que ça implique en termes de formation et aussi en termes de soins, comme en termes d'enseignement, c'est quelque chose qui prend en compte la formation de l'expérience ou l'expérience de l'autre, quel que soit son degré de savoir, c'est-à-dire que, par exemple, le malade n'a pas un savoir savant, mais il a l'expérience de son corps. C'est lui qui sait où il a mal, où il peut dire un certain nombre de choses. Et on pourrait dire des transpositions sont possibles sur les autres champs.
Voilà. Alors, les problèmes de l'action du côté du prendre soin, c'est ce qu'on appelle, alors un mot un petit peu jargonneux peut-être du département des sciences de l'éducation, mais enfin, qui est aussi compréhensible, la formation expérientielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se forme dans une expérience, qu'est-ce qui se transmet dans l'informel, mais dans l'action, dans l'exercice des métiers. Du jugement professionnel, entre guillemets, ce n'est pas le jugement au sens judiciaire, c'est la capacité de justesse en situation, ce qu'on entend là, qui peut être de l'ordre de la formation du diagnostic en médecine, mais il me semble que la notion de jugement pédagogique est tout à fait aussi pertinente en pédagogie. Les capacités d'agir, de délibérer, de travailler en situation singulière, donc, et les stratégies ingéniosité en circonstances d'incertitude. Qu'est-ce qui se passe? L'idée est qu'on peut savoir énormément de choses, on peut savoir un maximum de choses. Dans l'action, et c'est pour ça que j'insistais sur la question de l'action, il y a toujours soit des choses qu'on ignore, soit des choses qu'on ne peut pas savoir, et on est tout de même conduit à prendre des décisions dont on espère, comme dirait Christian Morel, qu'elles ne soient pas seulement des décisions absurdes. Donc comment on fait pour que dans l'action, un certain nombre de décisions puissent avoir une certaine justesse? Alors les concepts avec lesquels on travaille ou sur lesquels on travaille sont de cette nature-là. L'attention, alors peut-être pas exclusivement ou pas seulement, ou pas nécessairement au sens psychologique ou cognitif, mais tout de même au sens plutôt d'un tourné, sa concentration, sa capacité donc d'attention vers un objet conjoint. Il y a quand même des éléments qu'on retrouve, par exemple l'attention conjointe, c'est le concept de Jérôme Brunner que vous connaissez bien sûr. La notion de règle de métier, une notion sur laquelle nous aimons travailler, d'expérience, de transmission ou pas de l'expérience, bien sûr, etc. La question de la raison sensible, on a l'idée que dans l'exercice du jugement, dans l'exercice de l'agir, se développe quelque chose comme des formes de raisonnement que nous étudions, que nous mettons à l'étude, et dont la question est de savoir comment ils se développent. On travaille sur le concept d'accompagnement. Depuis très longtemps, plusieurs collègues travaillent là-dessus, sur le pouvoir d'agir, sur la subjectivation, qui est un concept qui vient qui vient de Michel Foucault, en fait, qui vient de la philosophie, mais qui est aujourd'hui employé dans toutes sortes de champs. Donc vous voyez qu'il y a aussi une dimension philosophique que je ne peux pas vous cacher dans cette entreprise. Alors, le troisième intitulé, le troisième sous-titre est sur le fait que nous nous intéressons au parcours de formation de santé et de décision. On peut mettre un S ou pas à décision. Au fond, il y a l'idée quand même que ce ne sont pas seulement des questions conceptuelles et abstraites, mais qu'on va se préoccuper de ce que ça a comme conséquence. En santé, j'ai commencé par là. Bon, l'orientation des premiers recours, c'est une réflexion sur la place de la médecine générale et un certain nombre de dispositifs de ce côté-là, ce qu'on appelle aussi éducation thérapeutique. Alors, en éducation, bon, émancipation est peut-être plus abstrait, mais on peut, au fond, chercher un certain nombre d'éléments concrets qui pourraient l'illustrer. Formation tout au long de la vie, il y a aussi toute une tradition, une littérature là-dessus, mais on voit bien ce qui peut aussi se repenser du côté des transitions professionnelles, du côté des réorientations, du côté de ce qui permet à quelqu'un donc de s'appuyer sur des compétences identifiées par un certain nombre d'analyses de pratiques, de portfolio ou de pratiques d'explicitation pour se réorienter. Et puis des questions d'éthique dans ces parcours. En gros, ça s'appelle, on pourrait dire, une épistémologie de l'action. Je ne suis pas sûre qu'en lançant ce mot, je vous éclaire en quoi que ce soit, mais on pourrait dire, surtout, je le dis avec précaution devant un spécialiste d'épistémologie, mais si on donne une définition très rustique, en disant qu'une épistémologie, c'est quand même une réflexion sur ce qui rend valide un discours qui se dit scientifique, la transposition serait une réflexion sur ce qui rend juste ou valide une action et sur les concepts, les paradigmes, les raisonnements qui entrent en jeu dans un certain mode d'action. Voilà. Donc, pour construire cela, en fait, nous sommes appuyés sur une analyse de changement de paradigme dans l'exercice des métiers, c'est-à-dire qu'on objective beaucoup des phénomènes, et dans les recherches que vous avez présentées, il y a beaucoup d'objectivation des phénomènes. Ça, c'est important, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et la question de comment, à partir de l'objectivation, on va vers des subjectivations, si on dit il faut soutenir ce que les sujets font, voilà, notre champ de recherche, il s'interroge là-dessus. Aujourd'hui, on responsabilise énormément les individus, mais
comment ressaisir les responsabilisations de telle sorte qu'elles ne soient pas seulement un écrasement sous les responsabilités d'individus isolés, non pas un isolement dans les classes, mais, par exemple, mais une responsabilisation choisie en commun, conduite en commun. Et on valorise par ailleurs aussi beaucoup les collectifs, et beaucoup de collectifs manifestent leur vitalité, dont aujourd'hui celui-ci, mais il y en a d'autres. Alors, on a une commune valorisation d'un certain nombre de choses qui sont, ou de concepts, ou d'orientation dans le travail et dans l'action, la réflexivité, la délibération. Nous essayons de la pratiquer nous-mêmes, l'action concertée. L'ingénium, j'ai des lecteurs de Vico qui sont très intéressés par cette idée qu'au fond, il y a une singularité dans l'histoire de chacun et un potentiel d'action à développer. Des sujets instituants, si on est du côté de la pédagogie institutionnelle ou de la psychologie institutionnelle, on voit bien aussi qu'on pourrait proposer quelque chose ici, au fond, dans le cadre de l'analyse désenchantée, peut-être, enfin, d'Hubé sur le déclin des institutions. Eh bien, il reste que ce sont les acteurs qui sont instituants, donc qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que nous proposons de travailler. Et ça implique des éléments sur l'éthique et l'épistémologie de la recherche qui, tout à l'heure, ont été déjà un petit peu interrogés. Ce qui veut dire que je vais vous donner quelques éléments généraux sur méthodes et méthodologies, mais ça ne peut être que cavalier, hâtif, une vue cavalière, je veux dire. Et peut-être une vue un peu cavalière au sens où je partirai un petit peu, mais j'ai encore un peu de temps avant la fin de la journée. Mais il y aurait aussi beaucoup à discuter. Mais les méthodes que nous privilégions sans exclure sont des méthodes qui accordent de l'importance à ce que dit l'autre, qui apportent de l'importance aussi, il y a toutes sortes de réflexions aujourd'hui au fait de l'associer éventuellement à l'interprétation. Alors tout à l'heure, la question a été posée sur la catégorisation. Peut-être on essaie de ne pas catégoriser en ce qui nous concerne les individus, mais plutôt les situations ou les problèmes d'action. C'est juste pour vous indiquer ça. Du coup, on est, pour faire extrêmement vite, sur des méthodes dites qualitatives, mais en même temps, nos collègues médecins et nous-mêmes, à certains égards, utilisons aussi des méthodes quantitatives. Et donc, on a une réflexion en cours sur des méthodologies qui soient en phase avec nos choix éthiques, nos choix d'objets et nos choix épistémologiques. Voilà. Alors, en 2014-2015, pour vous donner deux exemples de colloques, on a fait deux colloques, donc l'un qui est parti donc d'une coopération entre Catherine Guillaumin, collègue maître de conférence en sciences d'éducation, et Emmanuel Ruche, qui est donc professeur de santé publique, sur les abandons de formation dans les formations des infirmiers et infirmières. Et donc ils ont essayé d'étudier, ils ont recueilli un certain nombre de témoignages, ils ont travaillé sur des questionnaires, etc., pour savoir les raisons pour lesquelles il y avait suspension, abandon, etc. Et si on devait l'appeler abandon, suspension, choix, quand est-ce que c'était subi, quand est-ce que c'était choisi, quand est-ce que c'était élaboré, quand est-ce que ça avait un sens, etc. Et donc, voilà, vous pouvez trouver des éléments d'information sur le site de l'équipe, et il va y avoir une parution bientôt. Et puis, j'ai moi-même organisé un colloque sur ce titre énigmatique, délibérément énigmatique, de l'humanité, mais où on posait la question au fond, qu'est-ce que c'est, plusieurs questions, qu'est-ce que c'est instituer les enfants, disait Montaigne, instituer une forme d'humanité, qu'est-ce que c'est faire preuve d'humanité dans les métiers que nous exerçons, en particulier en médecine, à côté d'une grande technicité, on demande beaucoup d'humanité, qu'est-ce que ça veut dire, et quelle est la place des humanités, en un sens d'ailleurs extrêmement large, dans la formation, y compris la formation professionnelle, puisqu'il y a des médecins qui sont invités à faire un peu de philosophie, de littérature, un peu de sciences humaines pour réfléchir à ce que va être l'exercice de leur métier. Donc voilà, c'était l'objet de ce colloque. Il y aura aussi une parution et une mise en ligne d'un certain nombre de communications sur le site, mais ça ne sera probablement pas avant la rentrée. Voilà, dans les perspectives. Alors, les partenariats. Donc moi, ce que je suis venue vous dire, c'est que nous sommes vraiment ouvert à tout partenariat, discussion, élaboration, questions critiques, etc. Il peut y avoir des réflexions sur un plan individuel, c'est-à-dire des chercheurs qui ne sont pas déjà rattachés à un laboratoire, qui s'intéresseraient à des questions de ce genre, mais nous pouvons discuter individuellement. Des groupes de chercheurs qui essaient de se constituer. Il faut que nous discutions pour savoir quels peuvent être les partenariats ou quels peuvent être les échanges. En tout cas, nous avons une expérience d'une constitution qui nous a pris un petit peu de temps
nous essayons de nous focaliser sur un certain nombre de choses, mais justement, à un moment donné aussi, nous pouvons voir ce qu'il peut y avoir comme pont avec d'autres groupes de recherche, quel que soit leur comment dire, moment dans leur auto-constitution. Et puis, toutes vos suggestions, questions et critiques sont bienvenues. Je vous annonce un colloque en mai 2016 sur la question de l'accompagnement. Et donc, il y aura un appel à communication. Donc, vous serez, si vous souhaitez communiquer, je transmettrai à Yann l'appel. Il sera diffusé de toutes les façons. Et voilà. Il sera diffusé à l'équipe tout enseignant et tout chercheur de l'ESP, mais je l'enverrai à mes deux collègues, mes deux homologues Limoges et Tourangeau, voilà. Avec plaisir. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Pardon d'avoir été à la fois trop longue et trop rapide, sans doute sur le fond, mais merci. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions, je demande à Karine de se préparer. Oui. À Toulouse, j'avais toute une série de collègues qui travaillaient en sciences de l'éducation sur la santé. Nadia Péoc, Michel Saint-Jean. Et je me posais la question s'il y a des partenariats qui sont faits avec l'IFCS, l'Institut de formation des cadres de santé. Alors, nous avons un partenariat avec l'Institut de formation des cadres de santé, l'IFCS de Tours. Et là, vous nous donnez... alors, Michel Saint-Jean, je savais qu'il travaillait là-dessus. Mais vous nous confirmez que nous devons aussi établir des partenariats ou des liens en fait, avec des équipes plus distantes. Oui, merci. De rien. Petite question rapide, merci beaucoup. Je suppose, j'ai cru comprendre que le labo rassemblait quelques enseignants-chercheurs de sciences de l'éducation, donc du département de sciences de l'éducation. Je me demande un petit peu où sont les autres enseignants-chercheurs du département de sciences de l'éducation. Est-ce qu'il y en a, je suppose, qui sont en LLM? Ils sont tous là. Ils sont tous là, d'accord. Okay. Donc c'est très spécialisé. Voilà, on est suffisamment, peu nombreux pour D'accord. Et on a travaillé déjà ensemble pour être tous réunis dans cette équipe-là. D'accord, merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup.